Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit le député libéral de Papineau à l'Assemblée nationale, M. Alexandre Iraca. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Tribune locale. M. Iraca, bonjour. Bonjour, M. Daou. Comment ça va? Ça va très bien. Super, on est bien content que vous soyez avec nous en studio aujourd'hui. Monsieur Iraca, vous êtes en poste depuis 2012. Vous êtes également, depuis quand même assez tout récemment, président de la Commission des transports et de l'environnement. Comment ça se déroule au moment où on se parle dans vos fonctions, Monsieur Iraca? Ça va très bien. J'adore Ouais. ce que je fais, honnêtement. Lorsque j'ai eu cette promotion-là, j'ai été surpris et agréablement surpris. Alors, depuis que j'ai commencé la commission, là, on a adopté tout récemment un nouveau projet de loi, le projet de loi 102, concernant la loi sur la qualité de l'environnement. On va en parler justement tantôt. Bon, alors, j'ai adoré présider cette commission-là. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça me met un peu dans mes anciennes bottines d'un président de commission scolaire. Alors, il faut diriger le trafic et vraiment mettre dans les dossiers pour bien comprendre de quoi on parle. Et j'aime beaucoup ça. C'est un travail de fond. Puis c'est un travail aussi qui a beaucoup moins de partisanerie, par exemple, qu'au Salon Bleu. Alors moi, j'aime ça. On s'entend que l'horaire d'un député provincial, c'est assez chargé. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, M. Iraca, dans vos fonctions? Bien, j'aime tellement mon emploi que c'est difficile de trouver des points difficiles, puis je ne veux pas faire pitié. Là. Oui, tous les politiciens vont vous dire la même chose, c'est des horaires de fou, c'est du 7 jours semaine, mais bon, quand on aime ça, on ne compte pas les heures. Alors, il faut trouver l'équilibre. Le plus difficile, c'est de trouver l'équilibre famille, travail. J'ai trois adolescents que j'adore, je leur dis merci. Parce qu'ils ont été très indulgents avec moi. Quand je me suis présenté en 2012, il n'y avait pas le même âge. Aujourd'hui, c'est plus facile. Évidemment, il y en a un qui s'en va au cégep, donc plus autonome. Mais c'est de trouver le bon équilibre avec les enfants. Mais quand je suis là, les fins de semaine, j'essaie d'aller aux arénas, voir mes enfants jouer au hockey, reconduire ma fille à la danse. Donc, c'est trouver cet équilibre-là dans cet horaire de fou-là. Le deuxième mandat est en cours. Je vous demande, de quoi êtes-vous le plus fier, M. Iraca, depuis que vous êtes là en 2012 dans le comté de Papineau? C'est d'avoir créé une proximité avec les gens du comté de Papineau. Là, ce que j'aime le plus dans mon emploi, c'est être dans le magnifique comté de Papineau et rencontrer les gens. Je vous dirais là, de créer un lien de proximité de village par village, de secteur par secteur, rencontrer les gens, que ce soit à mon bureau ou sur le terrain. Je pense que c'est développé, même si parfois on n'a pas toujours les mêmes opinions, même si parfois il y en a qui sont déçus. Je vous dirais que quand je parle aux gens, moi j'essaie toujours d'être le plus sincère, le plus honnête possible et je pense qu'il y a une réciprocité avec les citoyens du comté. Évidemment, je pourrais vous donner un paquet d'autres choses, dont le développement économique, mais je pense qu'on pourrait prendre toute l'émission là-dessus, mais le lien de proximité avec les gens du comté de Papineau, j'en suis extrêmement fier. La relation avec votre chef, M. Philippe Couillard, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle est bonne? Elle est très bonne. Mon chef est une personne très intellectuelle et d'une très grande connaissance. Il doit aussi être équitable là, avec tous les 70 députés autour de lui. Je m'entends très bien avec M. Couillard. Là. Et si je peux l'appeler n'importe quand sur n'importe quel sujet, il y a des sujets, moi, que j'ai dû débloquer dans le comté et j'ai demandé des rendez-vous à mon chef et sa porte était toujours ouverte. Alors là-dessus, je le remercie et je vais continuer à cogner à sa porte. Au cours des prochaines minutes, je veux aborder avec vous différents sujets. Premièrement, je veux parler du projet de loi 102 qui vise à modifier la loi sur la qualité de l'environnement au Québec. Oui. Ça a été adopté la semaine dernière au Salon Bleu. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été touché, ce projet de loi-là. En termes de changement, ça ressemble à quoi, M. Iraca? Faites-moi un peu un cours 101, projet de loi 102, tiens. C'est bien. Alors, c'est nouveau, ça vient d'être arrivé, ça n'avait pas été modifié depuis 1972. C'était devenu un peu archaïque et très long. Très long parce qu'il y avait comme deux entités. Il y avait le développement économique et l'environnement. Il y avait comme un mur entre les deux, puis ça créait beaucoup de frustration pour les environnementalistes et pour ceux qui désirent se partir en affaires. Alors, on va toujours se préoccuper de l'environnement, ça c'est certain. Mais il fallait absolument
réduire les délais d'attente pour les certificats d'autorisation pour les compagnies qui veulent s'installer. Puis des compagnies très environnementales qui respectent l'environnement pouvaient attendre 1 an, 2 ans avant d'obtenir un certificat d'autorisation. C'est très long. C'était trop long pour rien, parce qu'il y avait des compagnies très respectueuses de l'environnement qui attendaient trop longtemps. Ce que ça fait, bien, c'est difficile pour le développement économique. Alors, on va passer, là, par exemple, d'une compagnie qui atteint un certificat d'autorisation, là, qui pouvait attendre 3, 4 mois, 1 an, à des délais beaucoup plus courts. Ils vont pouvoir l'obtenir, dans certains cas, en 15 ou 30 jours. Donc, on ne parle plus de la même chose, là. On veut notamment, dans ce projet de loi-là, réformer la gouvernance du Fonds vert. C'est quoi l'importance de ce Fonds vert-là pour les Québécois et Québécoises, M. Racah? Bien, réformer la gouvernance du Fonds vert, c'est qu'il y a des sous dans un fonds, puis il y a des sommes importantes qui sont dans ce fonds vert-là. Il faut être certain de le distribuer au bon endroit. Est-ce qu'elle était distribuée au bon non, endroit? je vous dirais qu'effectivement, il y a eu des décisions peut-être un peu douteuses là, en lien avec le fonds vert, là, d'un parti à l'autre, là, parce que au niveau de la bonne gestion du fonds vert ou des directives, il y avait des zones grises. Alors, on veut s'assurer qu'il n'y a plus de zones grises, qu'on fasse en sorte que ce fonds vert-là soit distribué pour aider, par exemple, des petites compagnies à démarrer en respectant les normes environnementales et, par exemple, pour des parcs industriels verts, pour l'embellissement d'édifices, pour diminuer le gaz à effet de serre, des choses comme ça. On veut s'assurer que ça aille au bon endroit. Comment on s'en sort au Québec en termes de lutte contre les changements climatiques, selon vous? On a toujours été dans les leaders mondiaux et on va le rester, on va le devenir, tout en faisant en sorte qu'on ne restreigne pas ceux qui veulent se partir en affaires. On est capable de faire de l'économie tout en respectant l'environnement. Les deux peuvent aller ensemble. Il faut que ça aille ensemble, absolument. Puis de plus en plus, là, vous ferez le tour, là, les entreprises veulent respecter l'environnement. Il y a des entreprises qui installent des bornes électriques pour que leurs employés puissent aller travailler en voiture électrique. Donc, les gens sont beaucoup sensibilisés là-dessus au Québec et en même temps, bien, ça n'empêche pas le développement économique. C'est très important de passer ce message-là. Voilà pour le projet de loi 102. Maintenant, quelque chose qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers mois, puis on en jase depuis toujours, l'autoroute 50. Vous êtes beaucoup impliqué dans ce dossier-là. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi, selon vous, c'est primordial là, qu'on construise un 4 voies sur la 50? Bon, pour la petite histoire, là, elle a été inaugurée à l'automne 2012. Alors, tout le monde était enchanté, tout le monde était content. À ce moment-là, on n'avait aucune donnée statistique. Et l'argument le plus important, c'est le fait qu'on a obtenu des données statistiques cet automne qui font en sorte qu'on a pu constater qu'à certains tronçons, certains endroits sur l'autoroute, ça l'a doublé au niveau du débit de circulation journalier. Alors ça donne des arguments pour une autoroute à 4 voies. Puis ceux qui l'empruntent souvent, moi je l'emprunte à toutes les semaines là, pour aller à Québec, on remarque, et j'ai remarqué qu'il y a un débit journalier là, qui a doublé à certains endroits. Là, on l'a par écrit, on l'a sur papier. Le ministère du Transport m'a donné ces données-là, des données importantes qui justifient un 4 voies. Alors, lorsqu'elle a été conçue, elle a été conçue initialement pour un 2 voies, mais les terrains qui sont sur le côté avaient tous été expatriés et achetés pour un éventuel 4 voies. On est rendu là. On est rendu là. Mais... Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents. On a toutes sortes de données, toutes sortes de statistiques. Il y en a une qui est sortie récemment à l'effet que l'autoroute 50 n'est pas et de loin la plus dangereuse au Québec. Il y en a des plus dangereuses que celle-là. Sauf que moi, ce n'est pas juste là-dessus que je considère les données importantes. C'est vraiment sur le dernier rapport du ministère du Transport au niveau du débit de circulation. Concrètement, logiquement, on le sait qu'une voie, c'est plus dangereux, beaucoup plus dangereux qu'un 4 voies. Il fallait vraiment que le gouvernement attende des statistiques pour agir ou pour avancer le dossier. Ce qui arrive là-dedans, c'est que lorsqu'elle a été inaugurée en 2012, là, elle a été inaugurée comme ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on a entendues. Par exemple, pourquoi on ne met pas des murets de béton dans le centre?
Alors, c'est à l'étude présentement, mais les premières études nous montrent que si on met des murs de béton, comme il y a sur l'autoroute 40 des fois, parfois, quand il y a de la construction, la limite est réduite à 50 ou 60 km/h. Pourquoi? Parce que le mur de béton est trop près des voitures, le miroir passe à quelques centimètres du mur de béton. Ce serait plus dangereux d'en mettre que de ne pas en mettre. Et aussi, si on garde la même limite de vitesse à 100 km/h, si une voiture frappe le mur de béton et qu'il se retrouve de l'autre côté de la voie, on risque de faire d'autres face-à-face. Donc, la seule façon, c'est d'élargir l'autoroute 50. Et moi, c'est là-dessus que je m'attarde. Évidemment, il y aura des lumières installées ce printemps, le chemin Doherty-Lépine, à la sortie Doherty-Lépine. Vous avez vu des panneaux de signalisation, il va y avoir l'ajout de bandes rugueuses, mais vraiment, là, il faut s'attaquer aux 4 voies. Puis pour faire ça, c'est extrêmement d'argent. C'est pour ça que je suis allé voir le fédéral. J'ai parlé au maire de Gatineau, j'ai parlé à mes collègues. Je me suis organisé pour faire en sorte que ce soit une priorité régionale. J'ai encore d'autres démarches à faire. Il y a près de 3 millions qui ont été mis pour faire les maquettes. Les ingénieurs y travaillent. Il y aura un premier tronçon de 7 km qui vont être faits pour un 4 km. Là. Donc, ça va être par phase, mais on va y arriver. Vous avez eu non seulement l'appui dans votre initiative des élus de l'Outaouais, mais aussi du provincial et du fédéral. Est-ce que vous attendiez à ça, qu'il y ait une bonne réponse comme ça? Pas ça a été rapide. Oui, bien, pas autant que ça, je vais être bien honnête avec vous. Avec mes collègues du provincial, je les vois quand même régulièrement, donc j'ai pu vendre ma salade plus facilement. Je vous dirais que j'ai une belle collaboration de Stéphane Lauzon. Je l'ai rencontré à quelques reprises. Et moi, là, quand il m'a remis la lettre avec ses collègues qui ont tous signé, j'étais extrêmement enchanté. Et il y aura des recherches qui seront faites au niveau financier pour nous aider à construire ce 4 voies-là. Vous l'avez mentionné, il y a une somme de 2,3 millions de dollars qui va être dégagée pour préparer les plans d'élargissement d'un premier tronçon de 7 km à l'est du secteur Buckingham. C'est quoi les détails exactement de ce tronçon-là? Bien, c'est un 4 voies et tous les ajouts d'autoroute ou d'élargissement d'autoroute doivent passer par cette étape-là. C'est une étape où on n'a pas le choix. C'est un 18 à 24 mois pour les plans et devis par les ingénieurs pour faire en sorte qu'on monte la maquette avant d'avoir une pelletée de terre sur le terrain. Mais une fois que les plans et devis sont faits, on va de l'avant pour la construction d'un 7 km. Évidemment, le débit de circulation est plus occupé à partir de Buckingham jusqu'à Thurso. Alors, je vous dirais que c'est là que ça a doublé le débit de circulation. Après ça, ça ralentit un petit peu. Alors, le tronçon le plus important à faire, c'est vraiment entre Buckingham et Thurso. Après ça, bien, on ira aussi de l'avant, mais il faut absolument avancer vers l'est en lien avec l'élargissement. Ça a pris une cinquantaine d'années avant que l'autoroute entre l'Outaouais et les Laurentides soit construite. Là. Combien de temps ça va prendre pour que tous les tronçons à 4 voies soient construits? Écoutez, moi, j'espère que ça prenne beaucoup moins de 50 ans. Moi, avant qu'il y ait une pépine pour la phase 1, il n'y a rien qui m'empêche de travailler pour la phase 2. Et c'est ce que je fais présentement. Moi, je ne lâcherai pas le morceau. Quand j'embarque dans un dossier, je m'embarque à 100 %. Je suis conscient que c'est énormément d'argent. C'est des centaines de millions de dollars, là. Mais quand même, il faut partir à quelque part. Et si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, l'important, c'est faire en sorte que ça devienne une priorité régionale. Il me reste encore des intervenants à aller voir. Je vais aller voir la ville de Gatineau. Il y a d'autres maires que je vais aller voir. Mais il faut faire en sorte qu'on se dise c'est une priorité. Je pense que oui. Et faire en sorte que si le plan québécois des infrastructures est bonifié, puis je pense qu'il va l'être parce qu'on a un budget en santé, bien que l'autoroute 50 soit la première autoroute au Québec à entrer dans le PQI sans toucher aux autres affaires. On a annoncé la faculté de médecine ici en Outaouais. On a développé d'autres cours au cégep. Ce n'est pas parce qu'on va mettre de l'argent dans le PQI pour l'autoroute 50 qu'on va couper ailleurs. Ça, c'est très important. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ben, vous mettez ça sur l'asphalte puis vous oubliez l'éducation. Pas vrai. S'il y a bonification du PQI, il va y avoir, j'en suis certain, à ce moment-là, les travaux d'infrastructure routiers. Il faut absolument que la 50 soit priorisée. M. Racon, on va prendre une courte pause. Au retour, on va glisser un petit mot au sujet du budget provincial. Restez avec nous. Oui, on vous revient dans quelques secondes. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport.
Mon nom est Mathieu Daou. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basket. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Alexandre Iraca, député libéral de Papineau à l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances, Carlos Leitão, va dévoiler son budget le mardi 28 mars, c'est-à-dire demain. On le rappelle, aujourd'hui, on enregistre, on est le 27, donc quand vous allez écouter l'émission, le budget sera probablement dévoilé. Je cite le gouvernement libéral, ce troisième budget équilibré consécutif confirmera la bonne solidité financière et la bonne santé économique du Québec. Selon vous, M. Iraca, est-ce qu'on est en santé économique au Québec? Plus que jamais. Plus que jamais. Par rapport aux autres provinces canadiennes, là, historiquement, c'est une des rares fois depuis les 30-35 ans où le Québec se classe parmi le peloton de tête au niveau économique et au niveau de la création d'emplois. Pourquoi? Bien parce qu'on a remis des budgets équilibrés, puis on a fait en sorte d'investir au bon endroit. Et je pense que tant qu'on sera là, on va toujours remettre des budgets équilibrés. On ne retombera plus dans des déficits. La simple et bonne raison, c'est que jamais plus on ne voudra léguer à nos enfants une carte de crédit pleine à craquer. On ne fera pas ça. Au contraire, on a remis dans les dernières années des budgets équilibrés avec des légers surplus. Ce sera la même chose cette année. Le surplus, on le met dans le fonds des générations qui va servir à payer la dette. Alors, les gens, parfois, puis c'est important de l'expliquer, puis votre question est bonne. Pourquoi vous ne mettez pas les surplus directement sur la dette? Bien, c'est parce que dans le fonds des générations, le taux d'intérêt est plus élevé que ce qu'on paye sur la dette. La journée où l'intérêt va être plus élevé sur la dette, on va tout prendre l'argent du fonds des générations, on va payer la dette. Donc, c'est une question financière. Et à chaque fois qu'on remet un budget équilibré, la cote de crédit du Québec est augmentée, alors on paie beaucoup moins d'intérêts. Plus on a une meilleure cote de crédit, moins on paie d'intérêts sur la dette. Alors, ce qui fait en sorte que cet argent-là qu'on économise, on peut le récupérer dans nos budgets puis l'investir ailleurs. C'est ce qu'on va faire dans notre budget. Un nouveau budget, ça représente quoi pour la population d'un comté, comme celui de Papineau? Oui. Alors, on anticipe, par exemple, je dis ça de même, là, par exemple, en santé. Les deux seuls ministères qui n'ont pas eu de restrictions budgétaires dans les 3 dernières années, c'est santé et éducation. Est-ce qu'il a été augmenté à la hauteur qu'il fallait qu'il soit augmenté? Il y en a qui vont dire non, mais il n'a pas été réduit. Si, par exemple, on prend la décision d'augmenter en éducation et en santé, bien, les impacts sont concrets. C'est de l'embauche de super-infirmières, d'infirmières. On vient d'annoncer un montant important pour l'embauche de super-infirmières. Est-ce que ces montants-là vont pouvoir faire en sorte qu'il y ait des résultats dans le comté de Papineau? J'en suis certain, parce que ça va être réparti partout au Québec. En éducation, c'est la même chose. Lorsqu'on dit qu'on augmente le budget en éducation pour le service aux élèves, bien, c'est réparti partout au Québec dans les écoles pour, par exemple, des éducateurs spécialisés, des psychologues, du soutien aux enseignants. Donc, ça va avoir un effet direct, c'est certain, dans le comté de Papineau. Quand on dévoile un budget, c'est quoi l'ambiance qu'on retrouve au sein des députés? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous vous asseyez? Est-ce que vous étudiez vous-même ce budget-là? Oui, alors il va être déposé demain, comme vous avez mentionné. Exactement. C'est une brique assez importante. Et dans cette brique-là, bien, on regarde là, toutes les pages, tous les domaines. On regarde aussi, des fois, il peut y avoir certains projets aussi qui sont en attente dans les comtés sportifs ou autres. Et ça peut être inscrit. Pas toujours, des fois, ce n'est pas toujours en détail, mais ça peut être inscrit. Et on a un certain temps pour regarder le budget. Après ça, on passe une soirée intense demain soir à analyser le budget de long et en large. Et les études de crédit commencent le lendemain, où on pose des questions aux différents ministres en lien avec le budget. Alors, l'opposition
Le gouvernement, les députés posent des questions aux ministres. Il y a des périodes qui sont allouées. C'est des pourparlers entre les leaders. OK, 20 heures pour l'éducation, 15 heures pour la santé, avec les différents ministères. Et on bombarde le ministre de questions en lien avec le budget. 20 minutes, ce serait court un peu. Ça serait un peu Ouais. court, oui. Est-ce que vous êtes au courant des grandes lignes du budget là, avant l'annonce? On est un peu au courant, là, on sait où un peu le gouvernement va mettre ses efforts, mais est-ce que vous en savez plus que nous avant le dévoilement? Bien, c'est certain que à chaque matin, on a des caucus au gouvernement. Le parti qui est au pouvoir là, a un caucus à chaque matin. Et le ministre des Finances, là, il entend tout. Député ministre, là, on se lève debout puis on dit notre opinion. Puis on dit il faudrait mettre de l'argent là, il faudrait faire ci. Ce que je peux vous dire, là, c'est que j'ai rarement vu un caucus aussi soudé que ça. Jamais plus on va léguer une carte de crédit à nos enfants. Donc, ce sera un budget équilibré, ça, je peux vous le garantir, parce que les 69 députés ont dit à l'autre député qui reste, là, qui s'occupe des finances, là, c'est important d'investir, mais tu ne feras plus de déficit sur le dos de nos enfants. Alors ça, c'est clair. Je peux vous dire comment je pourrais dire ça, une primeur d'avance, Ouais, 24 heures d'avance. on aime Là, ça. ça sera un budget équilibré. Il n'y aura aucun déficit. Parfait. Maintenant, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles en santé et en éducation. Il va y avoir des bonnes nouvelles aussi au niveau tourisme, parce que le tourisme, c'est important pour l'économie du Québec, c'est important pour le comté de Papineau. Il y a plusieurs projets, plusieurs festivals dans le comté de Papineau. Il y a aussi des petits festivals qui n'ont pas les moyens d'engager des gens pour remplir des longues demandes, faire des longues études de marché qui peuvent coûter entre 15 et 20 000 une étude de marché. Alors, les petits festivals n'ont pas ces moyens-là. Alors, on a demandé, nous, de faire en sorte que les petits festivals puissent obtenir des sous qui sont peut-être moins importants que le Festival Juste pour rire à Montréal ou le Rockfest, mais des petits festivals avec des moyens très simples puissent obtenir des sous pour bien rouler puis faire rouler l'économie aussi. C'est important dans les régions. Alors, il va y avoir des choses en lien avec ça. Donc, on attend demain les détails sur ce budget 2017-2018. Oui. On va parler un peu de chez nous, M. Iraka, dans l'est de Gatineau. Vous avez accordé tout récemment une aide financière de 3 000 à la boutique Les 121 Trésors, là où il y avait anciennement le Canadian Tire. Ça permet à des élèves adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle, motrice ou du langage de développer leurs habiletés professionnelles. C'est important pour vous, ce centre-là? Primordial. Pourquoi? Bien, parce que, écoutez, ceux qui vivent avec des difficultés, des déficiences, j'ai parlé, moi, à plusieurs parents d'enfants. Souvent, ces parents-là se sentent démunis. Il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de préjugés aussi qu'ils peuvent ressentir et ils sont beaucoup inquiets. Quand vous parlez à ces parents-là, là, ils vous disent toutes la même chose. Quand je vais partir, qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant? On a réussi ce projet-là. La commission scolaire, Nathalie, qui en fait partie, là, qui a travaillé très, très fort, qui a parti ça. On a réussi à faire en sorte qu'on donne de l'estime à ces jeunes-là, l'honneur du travail et aussi en faisant en sorte qu'il y ait un apport économique. Ces gens-là vont travailler, se lèvent le matin, ils vont travailler, font des apprentissages, font des stages et font du linge pour une boutique qui, elle, va faire de l'argent pour survivre. C'est fantastique, c'est donner la dignité au travail à des gens qui, souvent, dans le passé, ont été abandonnés. Pour moi, c'est extrêmement important. Je tiens tellement à cœur ce projet-là. Vous ne pouvez pas savoir comment. Le 3 000 va servir à quoi concrètement? Moi, on m'a dit que ça servirait à soit l'achat d'équipements, d'appareils, des machines à coudre, ou je n'ai pas exactement tous les détails, mais je leur ai dit qu'ils peuvent toujours compter sur moi. Mais les élèves là-bas sont tout de même très contents de recevoir une aide comme ça. Moi, là, aller là, c'est quand vous allez mal dans votre vie, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'être remonté, là, allez faire un tour là-bas. C'est réconfortant. Ah, il y a des sourires, les gens, ils ne s'en font pas avec des riens. Les gens sont contents, les jeunes qui sont là, puis les jeunes et les moins jeunes. Il y a des gens je pense que ça va de 16 ans à 63 ans. Ils sont contents, c'est une joie de vivre, ça fait du bien d'avoir ça à Buckingham. Il n'y a pas ça ailleurs au Québec, partout. Là, je pense que c'est unique.
C'est un bel endroit. Puis j'en profite pour dire à vos auditeurs d'aller porter du linge, pour hommes ou pour femmes. C'est une boutique pour femmes, mais ils prennent quand même le linge pour hommes. Ça va les aider, puis ils vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir vendre. Puis je vous le dis, là, ils vendent de très belles choses. Quelqu'un qui veut un habit, il peut y aller, des pantalons, des jeans. Il y a toutes sortes de choses. Allez faire un tour. Donc, boutique Les 121 Trésors sur la rue Lépine à Buckingham. Vous êtes également impliqué dans le cadre de la 5e journée du Chandail Rose. Ça s'est déroulé du côté de l'école Hormidas-Gamelin. C'est, bon, dans la lutte contre l'intimidation, il y a des drapeaux qui ont été remis à chaque établissement de la commission scolaire au cœur des vallées. Monsieur Iraka, l'intimidation, c'est toujours présent entre les murs des écoles? Bien, on le voit, hein, puis j'en profite pour dire un grand merci à Nathalie Réaume puis Robert Charlebois qui ont été les instigateurs de ce projet-là. On le voit avec les médias sociaux, on voit ce qui se passe. Il y a beaucoup de détresse, je vous dirais, psychologique qu'on voit sur les médias sociaux, ce qu'on m'a expliqué, et qui fait en sorte que les jeunes, souvent, sont intimidés. Mais c'est plus comme dans notre temps ou dans mon temps. Là, je ne veux pas vous mettre la même âge que moi, mais ça se passe beaucoup sur les médias sociaux, peut-être un peu plus insidieux. Et ça fait en sorte que les gens restent avec ça. Et ça peut amener à des suicides aussi. On en a vu récemment. Donc, c'est excessivement important de souligner cette journée-là, mais pas juste la journée, de le faire tout au long de l'année, d'être à l'affût des camarades de classe qui vivent des difficultés. Il faut refuser l'intimidation. Puis ceux qui sont intimidés, puis les intimidateurs, il faut travailler dans les deux sens. Hein? Ceux qui intimident les gens, je pense qu'ils ont besoin d'aide. Et il faut savoir les repérer, ces gens-là, pour les aider. Puis ceux qui sont intimidés, il faut savoir les écouter, les soutenir et les aider. Il reste moins d'une minute à notre entrevue, M. Iraka. Il reste 18 mois avant la prochaine campagne. Est-ce qu'on va se présenter pour un troisième mandat? Écoutez, 18 mois en politique, c'est une éternité. C'est long. Mais je vais faire une promesse. D'accord. Quand je vais prendre ma décision, mais je vais la prendre dans l'année électorale, là, 18 mois, c'est trop long, là, je vais vous appeler. Puis vous m'inviterez à votre émission, puis je vais vous expliquer pourquoi à ce moment-là. On prend ça en note. Ça me fait plaisir. Monsieur Iraka, vous êtes député libéral du comté de Papineau à l'Assemblée nationale. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup. Puis au plaisir de vous revoir là, dans nos studios prochainement. Excellent. Merci. Alors voilà, c'est ce qui complète cette émission de Tribune locale aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.